Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, on s'intéresse à l'IA et à la manière d'accompagner la jeune génération à l'IA générative. On va en parler avec Guillaume Trouille, il est délégué général de Simplon Foundation, je le mets en anglais. Le cercle RH, le coût du travail, où est l'équilibre? Est-ce que le travail coûte trop cher? On fera le point, c'est un vrai débat à la fois économique et politique. Faut-il baisser les cotisations ou au contraire toucher aux exonérations patronales qui coûtent 80 milliards d'euros? C'est un débat qu'on aura dans quelques instants avec Marine Balançard et Alexandre Lamy. Et puis fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, devient ingénieur, évidemment, vous l'aurez compris. On va en parler avec Emmanuel Duflo. Il est président du CDEFI et il s'engage justement à travers cette conférence des écoles d'ingénieurs à recruter, à devenir ingénieur. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, et puis j'en profite évidemment pour souhaiter une très belle année à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs, à vous tous qui êtes des fidèles de Smart Job et de notre chaîne Bismart. Merci à vous, merci pour votre fidélité, une très belle année à vous toutes et tous. Et justement, pour commencer cette année, parlons IA. Tiens, on avait terminé quasiment notre saison en parlant IA. On en parle avec vous, Guillaume Trouille, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, délégué général de Simplon Foundation, donc qui est une émanation de Simplon qui fait de la formation. Foundation, c'est un fonds de dotation qui sert en fait à créer, à développer des programmes de formation innovants. Exactement, Simplon Foundation, c'est la partie intérêt général de Simplon. Simplon, c'est un groupe avec un organisme de formation et Simplon Foundation. Et donc, nous, on va porter plutôt des programmes à destination des publics éloignés de l'emploi ou des publics sous-représentés dans les métiers de la tech. Par exemple, les femmes, largement sous-représentées, comme vous le savez, dans ces métiers de la tech. Mais aussi les personnes en situation de handicap, les jeunes décrocheurs, les jeunes diplômés, résidant en quartier politique de la ville, par exemple. L'IA générative au service de l'inclusion et de l'emploi, vous l'évoquiez, des personnes d'ailleurs les plus éloignées de l'emploi, celles qui n'ont jamais eu connaissance ou accès au sujet. Ça, c'est la philosophie du programme. Et ce qui est très intéressant dans votre programme, c'est qu'il va toucher l'Espagne, l'Italie et la France. Pourquoi balayer si largement ? En fait, c'est un programme européen qui s'appelle AI Jump, qui va permettre à 10 000 personnes d'être sensibilisées à la bonne utilisation de l'IA générative. C'est une partie de l'intelligence artificielle. Et donc, on déploie ce programme en France, en Espagne et en Italie dans les 3 prochaines années. Vous avez des ambitions fortes. 10 000 personnes vont être accompagnées en France, en Espagne, en Italie. C'est très important en termes de volume. C'est important et en même temps, vu la masse des besoins des publics, c'est pas grand-chose. On recherche d'ailleurs d'autres partenaires pour consolider et déployer davantage ce type de programme. C'est 10 000 personnes qui vont être sensibilisées. Ensuite, on a des programmes de 4 jours et de 4 semaines qui vont aller un peu plus loin. On sensibilise, puis ensuite on va plus loin. C'est 10 000 personnes sensibilisées. Il y aura à peu près 2500 personnes qui vont participer à des ateliers de 3 jours à 4 semaines. Et on ira même sur des formats de 6 semaines pour accompagner les personnes vers les métiers de la tech. Mais la particularité du programme, c'est d'utiliser les outils IA générative pour booster sa recherche d'emploi, pour consolider, sa posture numérique quand on va postuler, et commencer à utiliser ces outils qui sont de plus en plus intégrés en entreprise. Et Guillaume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui vont se former en Espagne, en Italie, en France, ou se sensibiliser, ils ont accès à la formation comment? C'est du digital learning, c'est du distanciel, c'est des capsules vidéo. Comment vous les formez concrètement? On va mettre en place un système de masterclass en ligne. Donc là, c'est un programme de 5 heures, totalement distanciel. Donc je regarde quand je veux, j'ouvre mon programme. Alors non, il y aura quand même un système de candidature, parce qu'on va essayer de cibler les personnes les plus motivées. On n'aura pas forcément... on veut faire quelque chose de qualitatif, donc on ne veut pas ouvrir une masterclass à 1000 personnes. On va être plutôt sur des programmes de 50, 100 personnes, avec un maximum d'interaction entre le formateur et les apprenants. Donc ça, c'est distanciel. Ça permet de sensibiliser, de rappeler que derrière l'IA générative, il n'y a pas un humain qui réalise les réponses. Tout ça, c'est un outil statistique, que c'est pas neutre et qu'il faut faire vraiment attention à la manière de formuler les prompts, comme on dit, les requêtes, etc. Donc on aborde tout ça en mode sensibilisation dans les masterclass. Et ensuite, on va plus loin dans des sessions en présentiel sur 3 jours, 4 semaines ou 6 semaines. Et
Donc la finalité, c'est quoi? C'est qu'à la fin, sur les 10 000 sensibilisés, puis ceux qui ont fait le programme plus approfondi, certains vous disent je vais encore aller plus loin ou je veux trouver un métier là-dedans. C'est quoi la finalité? En fait, on voit aujourd'hui que ces compétences-là sont de plus en plus intégrées dans les entreprises. On a eu 2-3 années d'explosion des différents modèles. Là, on sent que ça se stabilise. Les entreprises les intègrent. Et alors, ça ne va pas remplacer les jobs, mais ça va avoir un impact énorme sur énormément de tâches. Les personnes les plus éloignées de l'emploi, en Espagne, en France et en Italie, si j'ai bien compris, c'est quoi? C'est les jeunes qu'on appelle les NEET, ce sont les seniors ou salariés expérimentés à France Travail ou dans les centres de recherche d'emploi. C'est qui les personnes qui poussent la porte? Là, c'est quand même un programme d'intérêt général à destination des femmes en reconversion, des jeunes diplômés, résidant en quartier politique de la ville, par exemple, ou les jeunes décrocheurs. On a des programmes qui permettent vraiment de découvrir les compétences numériques. Là, on va un petit peu plus loin. J'allais dire, c'est le dernier kilomètre avant de trouver un emploi dans le secteur de la tech, mais ça cible tous les secteurs professionnels. Aujourd'hui, les métiers de la gestion administrative, financière sont fortement impactés par ces technos-là. Donc notre idée, c'est ça, c'est accompagner, finaliser la recherche d'emploi avec ce boost IA générative. C'était lancé en novembre 2025, donc je ne vous demande pas pour l'instant le recul que vous avez, vous êtes dans le processus. Combien de personnes sont déjà inscrites, puisque vous cherchez à toucher 10 000 personnes? Alors c'est beaucoup et c'est faible à l'échelle de la taille de ces 3 pays, mais on en est où là? Les portes sont encore ouvertes ou tout est bloqué? On peut plus... Non, c'est le début. En fait, le programme a été lancé en juin dernier, avec un fort soutien de la Fondation Accenture, Salesforce, Société Générale et la PEC. Dans cette histoire-là. Donc on a d'abord eu quelques mois de conception de design. Là, on a lancé les premiers pilotes. Il y a quand même 400 personnes qui sont passées déjà par les différentes sessions. On commence à avoir des retours. On va adapter les programmes et on va modéliser tout ça. L'objectif, c'est de déployer massivement en 2026. Donc c'est l'industrialisation en 2026 après avoir fait les tests et le calibrage des programmes. C'est ça. Merci Guillaume Trouille d'être venu nous rendre visite. Vous êtes le délégué général de la Foundation, Simplon Foundation. C'est important parce que c'est tous les sujets d'intérêt généraux traités au sein de cette fondation. Du groupe Simplon. Je peux dire fondation. C'est pas une fondation. On y tient à notre Simplon Foundation. Alors je vais rester sur Simplon Foundation. Merci, c'est un vrai plaisir. Et puis si vous voulez vous inscrire, vous allez sur le site de Simplon. Bien sûr, il y a un site internet sur le programme AI Jump et vous aurez tout ce qui est nécessaire. AI Jump, si vous souhaitez en savoir plus et vous inscrire dans ce programme qui reste ouvert, évidemment, puisqu'on est en 2026, il reste encore de la place. On est en plein lancement. Merci. Puis je parle aussi aux Espagnols et aux Italiens, parce que peut-être ils nous voient sur Internet et on les salue. Merci à vous. À très très bientôt. On tourne une page tout de suite, c'est le cercle RH, notre sujet d'actualité, parce qu'on a décidé de vous proposer des sujets d'actualité. Et le sujet qui nous semblait, avec Nicolas Juchat, le plus approprié, était évidemment le coût du travail, qui a été l'objet d'un vrai débat politique et économique. Est-ce que le travail coûte trop cher? Et quelle est la solution pour créer de l'emploi? On en parle avec mes invités. C'est le cercle RH Actu et c'est tout de suite. Le cercle RH, le premier de la rentrée, consacré à un thème d'actualité. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler et de débattre d'ailleurs du coût du travail, qui était un peu le sujet de l'année précédente et le sujet de l'année 2024. Mais l'an dernier, souvenez-vous, avec la taxe Zuckman, la manière dont il fallait toucher aux exonérations patronales, 80 milliards. Et puis de l'autre, certains évoquaient l'idée que si on voulait créer de l'emploi, il fallait baisser les cotisations patronales. Ça a été notamment la voix du MEDEF, parce qu'aujourd'hui, les entreprises n'embauchent plus à cause du coût du travail. On en parle avec mes invités. Alors, ils ont planché, mes invités, sur ce sujet. Alors, ils n'ont pas été surpris. Ils ont pu préparer cette émission. Marine Balança, ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice générale d'Ariséal. Et puis, vous travaillez aussi sur des sujets, alors qui ne sont pas des sujets, je dirais, dans la hard économie. Vous avez travaillé sur votre dernier sujet, sur les dyslexiques. Rappelez-nous le titre de votre livre. Les super pouvoirs des dyslexiques en entreprise. Les super pouvoirs des dyslexiques en entreprise chez Erol, me semble-t-il. Voilà. Et vous étiez venu nous en parler sur le plateau. Ravi de vous accueillir, chère Marine, pour ce premier numéro du Cercle RH Actu. Alexandre Lamy, bonjour Alexandre. Bonjour. Avocat en droit social. Vous avez un think tank, vous travaillez, vous publiez beaucoup, au-delà de vos travaux d'avocat, sur ces sujets justement liés à l'emploi, au travail, au télétravail. Commençons par vous, tiens Alexandre. Je ne m'adresse pas à l'avocat, mais je m'adresse à celui qui observe, je dirais, la vie économique. Sur ce débat du coût du travail, est-ce que vous diriez que le travail coûte trop cher? Le travail coûte beaucoup trop cher et
en tant qu'observateur, mais donc en tant qu'avocat, parce que mon travail est aussi d'observer ce qui se passe et d'accompagner les entreprises. Et oui, le coût du travail en France est de plus en plus élevé et constitue un frein aux augmentations salariales au sein des entreprises. Et à l'embauche, j'imagine aussi. Et à l'embauche et aux augmentations salariales. Plus le coût du travail est élevé, et d'ailleurs le coût du travail, il est progressif en France. C'est-à-dire qu'on a un coût du travail aujourd'hui qui est aux alentours de 45,6% de notre PIB. Versus 40% dans la zone euro, 40,6% dans la zone euro et 40,3% en Allemagne. Donc on a le coût du travail le plus élevé et en forte augmentation. Parce que, excusez-moi, parce qu'un modèle social unique en Europe. Parce qu'un modèle social très fortement protecteur et qui coûte extrêmement cher et de plus en plus cher et qu'on ne sait pas financer. Ça c'est un autre débat, on en a déjà parlé sur le niveau de la dette. Et ce coût du travail, il est progressif. Donc ça a un impact direct sur les augmentations salariales dans l'entreprise, ça a un impact direct sur le rendement de la formation professionnelle. On ne va plus investir pour se former et on ne va plus investir et accumuler du capital humain parce que ça va coûter trop cher à l'entreprise. Et quand on regarde les tendances actuelles, les négociations salariales vont s'engager au sein des entreprises. Les négociations annuelles, les NAO, les fameuses NAO, et on est aux alentours d'une tendance qui se situe aux alentours de 1,9% d'augmentation, ce qui n'est pas énorme. Plus faible que les années précédentes. Qui était aux alentours de 2,5. 2,5, absolument. Marine Balançard, Stéphane Carcillo, je le précise, alors c'est une personnalité peu connue du grand public, mais qui est à la tête de ce groupe d'experts SMIC, qui dit dans les colonnes du Monde il y a quelques jours, baisser de manière ciblée le coût du travail est une stratégie gagnante pour l'emploi, ce que beaucoup d'économistes contestent d'ailleurs, parce qu'il y a un vrai débat d'experts sur l'idée qu'en baissant le coût du travail de manière ciblée, on l'a vu sur le SMIC, certains considèrent que ça ne sert à rien. Le groupe d'experts, SMIC, dit il faut le faire, il faut aller vers cela. Il faut continuer à baisser le coût du travail au risque de mettre en péril un peu plus encore notre modèle social. Je crois qu'il faut apprendre à financer notre modèle social, parce que je crois qu'on consacre 30% de notre PIB à financer notre modèle social. C'est énorme. Et par comparaison, la recherche et développement en France, c'est même pas 2,5% du PIB. Donc en fait, souvent pointé du doigt, les coûts R&D, les aides à la recherche. C'est pas des coûts, c'est de l'investissement pour rendre une France plus productive et plus compétitive. Donc on a un coût du travail effectivement qui n'est pas, pertinent, qui est beaucoup trop élevé comme vous le disiez. Et le SMIC, en fait, ne concerne que même pas 3 millions de Français. Donc tout ce qui est ciblé sur le SMIC et autour du SMIC concerne une toute petite partie des Français. En fait, c'est des espèces de rustines, parce que je ne pense pas que l'ambition de la France soit de recruter plus de smicards. L'ambition de la France, c'est d'avoir des travailleurs formés, compétents, et on sait qu'on a un problème de compétences en France par rapport à la moyenne européenne. On n'est pas très compétents. Les personnes ne se forment pas au fur et à mesure de leur vie professionnelle, pour des tas de raisons, parce que c'est... Pourtant, le président Macron a eu beaucoup d'argent sur la formation. Enfin, vous avez vu ce qui a été mis sur la table pour former. Il y a beaucoup d'argent, mais c'est une usine à gaz, et les personnes n'osent pas se lancer dans une usine à gaz. Et donc, on a un problème de compétence qui fait que la valeur ajoutée créée par le travail est assez faible en France. Je voudrais rappeler le livre d'Antoine Fouché, qui est venu débattre avec vous, d'ailleurs, Alexandre Lamy, me semble-t-il, il y a quelques temps. Excellent livre, d'ailleurs. Antoine Fouché fait maintenant tous les plateaux de télé depuis qu'il est passé sur Smart Job. Absolument, grâce à vous. Absolument, et à nous. Édition de l'Aube, Le travail ne paie plus. Oui, excellent. Excellent livre. Il dit jusqu'en 80, il fallait environ 15 ans de travail pour vivre 2 fois mieux. Dans les années 80. Un délai qui s'est élevé, dit-il, à environ 40 ans entre les années 80 et 2000. Depuis lors, il faudrait plus de 80 ans de travail pour doubler son niveau de vie. D'un point de vue philosophique, l'horizon est bouché. C'est-à-dire, on se dit, je travaille, mais globalement, c'est pas ce qui va créer ma dignité. Le travail me permet de subsister aujourd'hui. C'est ce que dit Antoine Fouché. Le travail ne me permet plus aujourd'hui que de subsister. Et de vivoter. Ne permet plus d'augmenter mon niveau de vie. Ce qui n'était pas le cas de nos parents, de nos grands-parents. Et le constat d'Antoine Fouché est très simple. Il nous dit, écoutez, sur 100 euros, moi, j'en garde que 54, versus 60 il y a 30 ans. Pour un SMIC à hauteur, dont parlait du SMIC tout à l'heure, pour un SMIC à hauteur de 1426 euros, brut, en fait, net, il faut que j'en touche 1930. Donc l'écart entre le salaire
touche le revenu disponible réel et le coût est démentiel aujourd'hui. Voilà. On reste à vivre. En faveur de l'héritage qui est 8 fois moins taxé que le travail. Absolument. Voilà, c'est ce que dit Antoine Fouché. Absolument. Et donc, il y a moi, je partage tout à fait ces conclusions, c'est-à-dire baisser globalement et pour tout le monde le coût des charges liées au travail. Patronal et pourquoi pas salarial. Patronal et salarial. Parce qu'il y a un débat sur ce Donc, sujet-là aussi. rendre du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent pour éviter de mettre 80 ans à doubler son pouvoir d'achat, en fait, et son niveau de vie, et le financer, effectivement, par éventuellement une hausse de la TVA et puis des taxations plus importantes sur l'héritage, notamment. Alexandre, juste, vous êtes sensible à ça, j'en suis sûr, et Marine aussi. On a vu ce débat sur d'autres chaînes et dans d'autres médias sur le CICE. Vous vous rappelez, c'est François Hollande qui avait dit, pour redonner et recréer de l'emploi, on va créer un CICE, c'est de l'argent qu'on rendra à l'entreprise. Ça avait créé un débat, et ça avait d'ailleurs mis en minorité, presque, d'ailleurs à une voix près, vous vous rappelez, dans un débat à l'Assemblée nationale où le gouvernement avait failli tomber. Et là, le groupe d'experts de Carcilo dit, les études montrent que le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, qui a étalé un surcoût d'allègement de cotisation jusqu'à plus de 3 fois le SMIC, n'a eu, je cite, qu'un effet très modéré sur l'emploi. Oui, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, mais ce qui est assez logique, en fait, ce que montre l'étude, ce que montrent les études d'ailleurs économiques sur le sujet, c'est qu'il y a une forte sensibilité de la demande du travail au coût du travail pour les bas salaires. Oui. Donc pour revenir à ce que vous disiez, sur les emplois les moins qualifiés. La sensibilité de l'emploi à son coût est moins importante s'agissant des emplois beaucoup plus qualifiés parce que l'offre de travail versus la demande de travail est beaucoup moins sensible au niveau de salaire. Bien sûr. Donc oui, effectivement, l'enjeu, pour moi, alors il y a la baisse de coût salarial ciblée sur les bas salaires a un effet sur l'emploi, ce qui n'était pas le cas du CICE parce que pas ciblé, parce que beaucoup trop générique. En revanche, le risque, c'est qu'effectivement, ces mesures d'allègement de cotisation sociale se traduisent par ce qu'on se disait tout à l'heure, moins d'appétence à aller se former, moins d'appétence à aller se qualifier, alors qu'on a un besoin impératif, parce que c'est ce dont on parle finalement, on va parler de gain de productivité et d'augmentation de la valeur ajoutée au profit des salaires, mais nécessite une formation. Alexandre, moins, et aussi moins envie d'aller travailler, puisqu'on l'avait entendu d'ailleurs avec Bruno Le Maire qui expliquait que si les aides sociales étaient supérieures au salaire qu'on avait en travaillant avec ses mains ou avec sa tête, il n'était pas nécessaire d'aller travailler. C'était un débat posé par le ministre de l'économie il y a quelques années. Oui, puis il y a le revenu moyen d'un chômeur, c'est à peu près 1 000 euros. Comparé au SMIC net de 1 400 euros, on voit qu'il n'y a pas énormément de différence. Ça a un impact aussi, indépendamment du coût du travail. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, et qu'évoque très bien et très longuement Antoine Fouché, c'est la durée de temps de travail au cours d'une vie. C'est-à-dire qu'en France, on est formé jusqu'à 23-25 ans et on est mis dehors en tant que salarié à 50 ans. Ça veut dire qu'en gros, on travaille 25 ans. Et donc, il n'est pas étonnant que les charges soient énormes sur le peu de temps qu'on travaille et sur les salariés. Et je pense qu'il y a un énorme travail à faire, et vous êtes un des premiers acteurs, Arnaud Ardouin, sur le travail des seniors, c'est-à-dire remettre toute cette partie de la population en capacité de travailler dans un monde de plus en plus technologique, donc à l'heure de l'IA, à l'heure des technologies modernes. Et donc, je vois beaucoup d'entreprises qui créent leurs propres universités d'entreprise pour former les nouvelles compétences qu'ils ne trouvent pas sur le marché du travail. Un mot chacun, je sais qu'on ne peut pas le résumer en un mot, mais faisons l'effort de flat tax ou pas, parce qu'il y a quand même l'idée qu'à un moment donné, s'il y avait un big bang de notre coût du travail, il faudrait faire baisser... Non, comment on ferait ce débat sur flat tax, la répartition de la valeur ajoutée entre le travail et le capital, je pense qu'il n'a pas beaucoup varié. En plus, on est toujours aux alentours de 65-66%. Je pense que non, le vrai enjeu et le vrai débat, c'est de renouer ce contrat social qui nous manque aujourd'hui. Le travail ne paye plus assez aujourd'hui. Il faut qu'on ait ce courage-là. Mais on touche à l'héritage parce que je pense qu'il faut toucher à l'héritage. C'est une question qui mérite d'être posée. La France est un pays d'héritiers, n'est pas un pays de gens qui travaillent. La France, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. La France est un pays de rentiers. Les 20 millions de salariés en CDI financent. Il y a de la rente. Les retraités, les minima sociaux. Oui, et donc, on a fait ce choix
d'être aujourd'hui un pays de rentier. Aujourd'hui, sur 2 euros touchés, c'est 1 euro de rente. Donc on a fait ce choix-là. Donc il faut en sortir, il faut poser la question de savoir comment on finance notre modèle social. Et vous aviez raison de le rappeler, qu'il y a un modèle social extraordinaire. Mais un peu à bout de souffle. Un peu à bout de souffle qui mériterait d'être renouvelé, notamment sur les retraites que vous évoquiez. Donc l'enjeu fondamental, il est là, et savoir si effectivement on augmente ou pas la TVA, on crée une TVA sociale comme ça a été évoqué. On met également un peu de pression sur certains des retraités les plus aisés pour aller sur le sujet est sensible. Le sujet est extrêmement sensible, mais je me pense que la question devra nécessairement poser. On en revient au ciblage. On en revient pas au tous ciblage. les traités, mais ceux qui ont du patrimoine. Et je pense que la question... Alors, dans un contexte politique et à horizon 2027, je pense que la question va être extrêmement compliquée à poser. Ça me semble trop tard, déjà. Je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'elle mérite de l'être, et principalement parce que je parlais de contrat social tout à l'heure, il y a un véritable débat sur le contrat intergénérationnel qui devra se poser, compte tenu de nos enjeux démographiques. Une augmentation, une population active qui n'augmente plus et qui va régresser à horizon 2035. Une baisse des naissances. Une baisse des naissances. Une baisse de la population active. Absolument. Pour conclure, Marine Balançard, cette fameuse flat tax, l'idée qu'à un moment donné, un politique élu, alors 2027, vous dites c'est trop tard, moi je pense que c'est trop tard aussi, il faut qu'il fasse une réforme. Il fait quoi? Il fait une flat tax, il réduit les cotisations à 15%, enfin, comme certains pays ont pu faire pour essayer de recréer un nouveau souffle de création d'emplois. Non, mais moi je crois qu'il faut trouver... En fait, la France a un PIB qui est extraordinaire puisqu'on est le 7e PIB mondial. Et quand on regarde... On était 5e, hein. On était 5e, on n'arrête pas de descendre. Ouais. Néanmoins, notre 1% de la population mondiale produit le 7e PIB du monde. Mais quand on regarde le PIB par habitant, on est plus 7e, on est vraiment très médiocre. On est 25e, entre 25 et 30. C'est ça. Et donc, il y a un problème de productivité en France. Il y a un problème de compétitivité, de productivité. Et donc, je pense qu'il faut mettre... En fait, le PIB est divisé par trop de populations. Il y a trop de populations qui ne travaillent pas. Donc, les seniors, il y a trop de populations qui ne travaillent pas. Les jeunes, et il y a trop de populations qui ne travaillent pas parce qu'elle n'est pas assez qualifiée dans un monde qui est en pleine mutation. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se cibler sur les SMICA. C'est pas ce qu'on cherche en France. C'est pas, ça crée des poches, d'ailleurs. Merci. C'est un focus qui est erroné. Voilà, c'est pas le bon focus. On n'a pas résolu le problème, mais on voit quand même quelques pistes qui émergent. Et allez voir, et je sais que vous êtes allés le voir, ce cercle des experts SMIC, de cet expert Carcillo, avec une tribune dans Le Monde très intéressante, avec une petite controverse économique à la fin de l'article, puisqu'il y a des économistes qui pensent exactement l'inverse. Merci à vous. Merci Marine Balançard, directrice générale d'Ariséal, avec les livres de Marine Balançard chez Erol, et puis Alexandre Lamy, merci, avocat ici au barreau de Paris. Puis vous avez un think tank que je n'ai pas cité, Neos. Absolument. Avec beaucoup de publications passionnantes à aller voir et découvrir. Merci à vous, merci à vous deux. On termine notre émission, on va parler des ingénieurs. Tiens, ça c'est un autre sujet essentiel pour redynamiser notre pays. Pas que des femmes ingénieurs, des ingénieurs. Il faut en créer, on en parle, c'est notre invité. Fenêtre sur l'emploi, devenez ingénieur, vous l'aurez compris. C'est une campagne qui se lance pour donner envie aux jeunes de devenir ingénieurs. Emmanuel Duflot, ravi de vous accueillir. Vous portez en tant que président du CDEFI. Dites-nous, c'est la conférence des... La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Alors, vous n'êtes pas directement rattaché au ministère de l'Éducation nationale, mais vous êtes le porte-voix de toutes les écoles d'ingénieurs privées et publiques pour valoriser ces filières. C'est bien ça le sujet. C'est bien ça, on est le porte-parole officiel, on est en existence dans le Code de l'éducation et on représente l'ensemble des écoles d'ingénieurs auprès de l'État, également auprès de l'Europe. Deviens ingé, ce n'est pas qu'un slogan de communication, même si c'est très porteur et très sympa et très jeune. C'est un portail officiel pour s'orienter, c'est bien ça, pour permettre quoi aux jeunes? Ils auront un portail de référence pour trouver quoi? La bonne école, le bon parcours, la bonne filière? La bonne école, la bonne filière, mais également s'informer sur les métiers. Parce que ce qu'on avait remarqué, c'est que
les jeunes, finalement, il y a un peu un flou également sur ce que sont les écoles d'ingénieurs, sur quelles sont les bonnes formations, voilà, par rapport à la qualité. Donc là, ce sont des écoles qui sont forcément reconnues par la commission des titres d'ingénieurs, donc la qualité va être là. Elles sont diverses, donc c'est un portail dans lequel vous trouverez l'ensemble des écoles d'ingénieurs avec ce qu'elles font, effectivement, sur les programmes, où elles sont localisées. Point important, c'est que... il n'y a pas de publicité, c'est totalement, c'est uniquement pour les écoles. On ne se fait pas happer, il n'y a pas de lucrativité derrière, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien de commercial derrière ça, c'est vraiment un but d'orientation. Et point également, c'est qu'au-delà des écoles, c'est également un portail d'information sur les métiers. Parce que ce que l'on voit, ce que l'on entend, c'est une difficulté des jeunes, non seulement à se dire qu'on peut aller dans une école d'ingénieur, mais finalement, qu'est-ce que c'est que ce métier d'ingénieur ? D'accord. Donc c'est le lien entre les deux. Je découvre aussi à travers votre campagne, parce que c'est aussi une manière de communiquer sur les métiers d'ingénieur, qu'il y a une appli. Donc les jeunes, ça c'est important de le dire, c'est pas uniquement sur votre ordinateur. Non, il y a l'appli. Ça a été pensé pour les jeunes, véritablement, pour les lycéens, donc s'adapter à leur mode de communication, non seulement sur le téléphone, mais également sur la façon dont l'application va être est conçue. Mais comme c'est également conçu pour les prescripteurs, pour les parents, pour les professionnels, il y a aussi un site internet sur lequel on peut aller. Là, les lycéens peuvent y aller aussi, mais c'est fait pour tout le monde. En fait. Parce qu'il faut savoir que quand un jeune lycéen s'intéresse à une filière ou se pose des questions, il va aller sur l'appli, il va en parler à ses parents qui, eux, iront sûrement sur l'ordinateur. Je vois aussi qu'il y a admission et voie d'accès. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai un peu avancé dans ma recherche et je vois à peu près ce que je veux faire. Je vais cliquer sur l'école qui me va bien. Oui. Et je vais être, j'imagine, dirigé vers la capacité de pouvoir m'inscrire. On va être... ça ne renvoie pas forcément directement sur Parcoursup. Par contre, effectivement, il va avoir la possibilité de voir l'ensemble des écoles, celles qui vont l'intéresser, rediriger vers les portails de ces écoles pour apprendre ce qu'elles sont, effectivement. Et ensuite, l'inscription, je dirais, se fait forcément sur Parcoursup. Toutes les écoles d'ingénieurs, automatiquement, vous êtes sur Parcoursup. Alors, c'est une initiative qui est importante puisque à la fin de la saison 2025, on avait fait une très belle émission sur les femmes ingénieurs, dont on sait qu'il manque de femmes ingénieurs, mais vous qui avez dirigé des écoles d'ingénieurs, vous présidez aujourd'hui cette structure, mais vous dirigez aujourd'hui une fondation. Auparavant, vous dirigiez, je crois, Centrale Lille, une école extrêmement prestigieuse. On manque de combien d'ingénieurs, là, aujourd'hui, au moment où on se parle ? Aujourd'hui, allez, on va être entre 15 et 20 000 ingénieurs par an. Il faudrait 15 à 20 000 ingénieurs en plus. Alors certains disent un peu plus, un peu moins. Voilà. Ce que l'on entend le plus, c'est que néanmoins, effectivement, l'ordre de grandeur, c'est, on va dire, avec 15 000, 20 000 ingénieurs à minima de plus par an, sachant qu'on en forme déjà 47 000. Donc ça veut dire qu'il en manque très significativement aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il y a des trous dans la raquette dès le départ. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs, il y a des manières d'expliquer ces métiers qui ne sont pas faits en amont. Enfin, c'est pas le jour où on sort du bac qu'on décide de devenir ingénieur. Enfin, est-ce que dans la filière secondaire... Vous parliez secondaire, même primaire, vous parliez tout à l'heure des jeunes femmes. On sait que ces biais de genre, finalement, le fait que les femmes n'aillent pas vers les carrières d'ingénieurs, on n'est pas au secondaire, on est au CP. C'est pas en classe préparatoire, donc ça veut dire en cours préparatoire. C'est bien en amont. Et ensuite, il y a effectivement le fait d'expliquer à tout le monde ce que la technologie peut faire, ce qu'elle peut faire aujourd'hui, ce qu'elle peut apporter à l'ensemble des enjeux de développement durable ou autres qui intéressent les jeunes, les enjeux de souveraineté qui actuellement depuis quelques temps, mais sont de plus en plus importants. L'ingénieur, c'est tout ça, et c'est un métier d'hommes et de femmes. Merci Emmanuel Duflot. Le travail, et vous le faites d'ailleurs au CDEFI, c'est un travail évidemment de médiatisation et d'engagement. Donnez envie à ces jeunes, vous qui dirigez, vous qui êtes DRH, dirigeants, poussez vos jeunes à devenir ingé. C'est le nom de cette campagne et de cette application, de cette plateforme pour vous accompagner. Merci à vous. Vous êtes le président du CDEFI, je l'ai bien dit. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Nicolas Juchat, évidemment. Merci Alexis au son. Merci à Mamie à la réalisation. Et merci à vous, évidemment. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Au revoir.